Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens à remercier Françoise pour son invitation et pour sa présentation. C'est un honneur pour moi de venir en France avec mes étudiants de Harvard dans le cadre d'un atelier dans une petite cité de caractère. Nous avons ainsi eu l'occasion de comprendre la situation des villages en France. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter quelques projets que notre atelier a réalisés à la fois à Shanghai et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la rénovation de sites industriels. En effet, au cours de ces 10 dernières années, c'est peut-être le type de projet auquel nous avons été le plus confrontés dans notre atelier Death House, surtout dans le contexte de transformation urbaine de la Chine. La plupart de nos projets de réhabilitation de sites industriels se concentrent à Shanghai. Shanghai est peut-être la base principale de nos travaux. Non seulement Shanghai, nous allons également je vais partager avec vous un projet à Shaoxing, à Chengde plus précisément, donc au nord. Shanghai est l'une des plus grandes villes de Chine. C'est une métropole située à l'embouchure du fleuve Yangtze. On est dans le delta du Yangtze. Depuis très longtemps, c'est une des régions les plus prospères de Chine. C'est également la région qui est le berceau de la culture du Jiangnan. À 2 heures de route se trouvent Suzhou et Hangzhou, qui sont des représentantes typiques de cette culture du Jiangnan. Shanghai est marqué à la fois par la culture de Jiangnan et par l'influence occidentale. C'est aussi le berceau de l'industrie moderne chinoise. Au milieu du XXe siècle, son PIB représentait 30% du PIB de la Chine. Une seule métropole représentait vraiment 30% du PIB de tout un pays. C'est ainsi qu'il y avait de nombreuses installations industrielles le long du fleuve qui formaient autrefois un paysage typique de l'industrie chinoise. Le fleuve Huangpu est une artère principale du transport industriel, qu'il s'agisse des matières premières ou des produits finis. Mais à partir de 2010, avec l'exposition universelle de Shanghai, de nombreuses installations industrielles ont été déplacées hors du centre-ville, notamment les chantiers qui se trouvaient le long du fleuve Huangpu. Et cela a vraiment ouvert la voie à la rénovation urbaine de Shanghai. Ainsi, l'Expo universelle de Shanghai a été un véritable tournant pour la Chine vers l'ère post-industrielle. Et cette influence s'est étendue à tout le pays. Notre atelier Death House, à partir de 2011, a commencé d'abord à concevoir le Long Museum Westbund, suivi du Shanghai Modern Art Museum, toujours le long du fleuve, ainsi que le centre d'art du Silo. Il y a également d'autres projets le long du fleuve. Et c'était des espaces industriels qui ont été transformés en nouveaux espaces culturels. À gauche, ici, nous voyons donc là où se situe le Long Museum, donc c'était le site en 2008. À l'époque, nous voyons qu'il n'y avait que des quais et des espaces de stockage, des entrepôts. En face, ici, c'est le pavillon chinois qui était en construction pour l'exposition. Ici, en 2014, le Long Museum est d'ores et déjà achevé. Et ici, en 2019, nous voyons en arrière-plan de nombreux gratte-ciel. Ainsi, entre 2008 et 2019, en simplement 10 ans,
Ces sites industriels le long du Huangpu ont été complètement transformés en lieux de vie, en lieux culturels, en lieux économiques, avec notamment donc, des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle, etc. La zone riveraine est principalement aujourd'hui consacrée aux infrastructures culturelles et aux espaces publics. Il y avait une politique de développement très claire. L'idée était de créer un couloir culturel afin de stimuler le renouvellement urbain. Et dans cette dynamique, le Long Museum était comme le premier site culturel d'envergure le long du fleuve. Alors ici, vous pouvez voir ce musée. Donc vous voyez que nous avons gardé les trémies à charbon. Ce site était la première plateforme automatisée de déchargement de charbon. Et c'était donc un quai construit en 1929. Ces quais, en 2011, avaient déjà été détruits. Nous avons simplement quelques trémies qui avaient été conservées. 2 étages au sous-sol avaient déjà été construits. En 2009, il était prévu de construire un office de tourisme ici, mais étant donné la préparation de l'exposition universelle, les travaux avaient été suspendus. Ici, nous voyons le pont de déchargement du charbon qui avait été construit vers 1959. Donc c'est un pont qui a été conservé. Il mesura environ 110 mètres de long et 8 mètres de large. Ici, vous pouvez voir les plans de conception avec un plan en coupe. En Chine, nous voyons qu'il y a un format standard pour les parkings, donc avec une trame structurelle de 8,4 mètres sur 8,4 mètres. En Chine, la plupart des constructions doivent respecter des normes parasismiques strictes, quelle que soit la fonction du bâtiment. Et généralement, donc, la structure du sous-sol suit ce format de 8,4 sur 8,4. Et c'est une structure qui doit être plongée au-dessus du sol. Et cette structure n'a pas forcément de lien direct avec les fonctions du bâtiment en hauteur. C'est simplement vraiment une fonction de soutien. Toutefois, quand on regarde un bâtiment à usage industriel, notamment avec ses trémies, alors évidemment, ce sont des structures qui ne sont plus utilisées, leur fonction n'existe plus, mais en les voyant, nous pouvons imaginer vraiment l'échelle des trains et la taille du système de chargement du charbon d'autrefois. Donc, nous pouvons imaginer donc, voilà, les camions qui passent, on décharge le charbon et ensuite on a le train qui passe. Alors évidemment, cette fonction n'existe plus. Toutefois, quand on regarde la taille de cette structure, on peut imaginer l'activité à l'époque. Et en fait, cette structure nous montre bien que cette phrase « using is making, using is structuring », donc construire, c'est donner forme à l'usage. Comme l'a dit Aldo Rossi, lorsqu'une structure perd sa fonction, elle entre dans un état de suspension du sens. Et en quelque sorte, cela annonce son destin futur. Ainsi, si une ville choisit de préserver ces vestiges du passé qui ont perdu leur fonction première, cela signifie que l'architecture doit créer une valeur qui dépasse l'utilité et une valeur qui est capable de traverser, de dépasser le temps. Même si, paradoxalement, quand on construit quelque chose, cela naît d'un besoin d'usage. Alors, sur cette base, on nous a demandé de concevoir un musée d'art. Traditionnellement, les musées sont installés dans des palais, dans des villas, et donc avec une succession de salles reliées les unes aux autres. Donc,
traditionnellement, les parcours dans les musées se font de salle en salle. Mais bien souvent, quand je me retrouve dans un musée avec un tel parcours, je trouve que ça est extrêmement fatigant parce que nous sommes obligés de suivre un parcours imposé. Mais si vous voulez revenir sur vos pas pour revoir ou pour voir une œuvre que vous avez ratée, cela devient très compliqué. Voire même, vous ne retrouvez pas l'œuvre que vous vouliez voir. Ainsi, je me suis posé la question suivante. L'essence d'un mur n'est-elle pas l'essence d'un musée, pardon, n'est-elle pas le mur, mais plutôt que la salle, c'est plutôt le mur qui est important. Et je pense qu'en termes d'unité, ce n'est pas tant la pièce qui est importante, mais le mur. Et donc, on peut avoir des murs indépendants qui permettraient de créer des espaces plus fluides. Et je souhaitais que ces murs indépendants puissent également être des murs porteurs. Alors ici, c'est en sous-sol, nous voyons, hein, donc c'est un réseau donc, de trames de 8,4 mètres par 8,4 mètres. Et au-dessus, nous avons voulu concevoir une structure qui soit à la fois porteuse, mais avec des murs aussi qui soient aussi espaces d'exposition d'œuvres. Ici, la particularité, c'est qu'il ne s'agit pas simplement des murs verticaux. Nous avons un système mural qui intègre aussi la toiture. Nous avons donc ici, c'est un mur qui est composé de deux parties. Chaque unité est formée de deux murs parallèles qui intègrent l'ancien cadre de poutres et de colonnes. Et ensuite, ces murs s'élèvent, se prolongent vers le haut. Et moi, je les appelle des murs parapluies. Ici, au sous-sol, donc nous voyons ici, donc nous avons ouvert le sol. Nous avons intégré donc, de l'acier. Et là, donc, nous avons ce mur qui s'insère dans le sol. Donc ici, donc la partie noire. Donc ici, donc c'est vraiment la poutre d'origine. Et donc elle s'insère dans la poutre d'origine et ensuite c'est un mur qui s'élève vers le haut. La partie rose ici. Et donc c'est l'espace vide entre les murs et donc les équipements techniques et mécaniques s'insèrent dans ces espaces-là. Ainsi, on a un espace qui est beaucoup plus épuré. Ainsi, tout en proposant une solution pour la structure et pour la fonction, il y a aussi tout un aspect pratique. Alors évidemment, quand on parle d'espace, il est important aussi de voir l'ensemble. Donc, chaque unité est indépendante. C'est pour cela que nous voyons ici que chaque unité laisse un peu d'espace qui fait pénétrer la lumière. Donc, cette lumière pénètre naturellement par les intervalles, une lumière douce. Alors, cette lumière sert bien sûr la fonction d'exposition, mais elle permet également de créer une atmosphère toute particulière. Alors, concernant le matériau utilisé, c'est du béton brut pour créer également donc, une atmosphère particulière. Ici, nous voyons vraiment donc, le lien entre la structure ancienne et la nouvelle. Donc, en transparence, ici, c'est la structure existante. Et donc, le mur parapluie, ici, vous voyez bien qu'il s'insère dans la structure existante. Et cela crée un espace extrêmement fluide et libre. Ici, les lignes rouges signalent la structure d'origine et en bleu, la nouvelle structure. Sur l'image de gauche, ici, vous voyez les parties en vert. Ce sont les parties de la structure d'origine qui ont été démolies. Ce qui a été gardé, c'est en rouge. À droite, ici, en bleu, c'est la nouvelle structure qui a renforcé l'ancienne.
Et au-dessus, donc, nous avons ces murs parapluies qui s'appuient sur ces renforcements bleus pour former un nouvel ensemble structurel avec les parties rouges d'origine. Donc ici, on a une vue axonométrique depuis le bas. En haut, nous voyons ici, donc une vue d'en haut, on a l'impression que ce sont des simples murs, mais voilà, il y a une ouverture vers le haut. Donc ici, vous voyez que chaque mur est indépendant. On dirait des lignes comme dans un tableau de Mondrian. Donc on a vraiment des lignes indépendantes les unes des autres. Pour la répartition des murs, nous avons voulu proposer de nombreuses combinaisons. Nous avons choisi une composition spatiale mêlant symétrie, rotation et décalage diagonal. L'idée vraiment était de créer une fluidité dans l'espace. Et au final, toutes ces intentions concernant la lumière, la fonction, la fluidité de l'espace, toutes ces intentions se rejoignent pour former un ensemble cohérent. Et de cette convergence, on est vraiment un lien entre l'ancien et le nouveau. Et surtout, l'ancienne structure est née également du génie industriel, d'une fonctionnalité. Et donc, nous avons voulu vraiment garder cette expertise dans cet espace. Et même si ce sont des fonctions qui n'existent plus, nous avons voulu leur rendre hommage. J'appelle ce système les murs à parapluie quand on parle d'un arbre ou d'un parapluie pour évoquer la couverture d'un bâtiment. En réalité, on parle de quoi? En fait, on parle du corps humain. C'est une métaphore née de nos sensations physiques. En fait, sous cet angle, quand on compare une structure en bois de la Chine ancienne et une structure contemporaine comme celui-ci, en fait, il n'y a pas une très grande différence. En fait, ce qui m'a profondément ému, c'est que un jour d'été, en marchant à l'intérieur d'un temple de la dynastie Tang, en fait, j'ai immédiatement pensé au long muséum qui venait d'être achevé. Un bâtiment en bois ressemble largement à un bâtiment en béton que je viens d'achever. Donc cela montre cette extension de l'ancien jusqu'à notre ère. Cette photo montre en fait la situation où l'éclairage artificiel s'éteint. C'est un photographe suisse à Wortmeyer qui a pris cette image. Il m'a dit à l'époque, si tu veux que je prenne une photo, pourriez-vous me donner un mot-clé? Alors j'ai dit ruine. Alors il a dit, ah, j'ai compris. Alors il a atteint l'éclairage. Et donc cela donne une impression de ruine. Cette vue aérienne révèle le bâtiment dans son rapport au fleuve et aussi aux vestiges industriels voisins. La nouvelle structure du musée et l'ancien pont de déchargement du charbon forment ensemble un espace public reliant la ville au fleuve. Alors les bateaux qui passent sur le fleuve Huangpu, il y en a beaucoup. Et tous ces bateaux forment un arrière-plan surréaliste pour cet espace public. Parce que quand vous voyez ces bateaux gigantesques dans une grande métropole, en fait, c'est rare. Et quand un bateau gigantesque passe, eh bien, on a ces sensations surréalistes. Quand un bâtiment, en tant qu'un vestige industriel, ayant des trémies en charbon, en fait, c'est quelque chose qui se passait par le passé, mais avec quelques éléments contemporains qui entrent dans cette structure, eh bien, ça brise un peu cet état ancien. Et ça nous fait penser à notre relation avec la temporalité, avec le temps.
dans un site qui porte cette mémoire de l'histoire, eh bien c'est très important. Ça transforme un peu notre relation avec la ville. Voici la façade du musée. On y voit clairement la structure et aussi l'organisation spatiale du bâtiment. On peut voir clairement comment ce bâtiment est structuré. Entre les structures murs parapluie, c'est un treillis en aluminium expansé et aussi de verre sérigraphié. Et comme ça, il peut adoucir un peu les rayons de soleil qui entrent dans le bâtiment. C'est la salle d'exposition au premier sous-sol. Hein, et vous pouvez voir ces baies vitrées transparentes qui adoucit un peu la lumière. Et c'est la salle d'exposition au rez-de-chaussée qui abrite beaucoup d'espaces d'exposition et qui a accueilli beaucoup d'expositions par le passé. Voici les expositions qui ont été organisées par le passé. Ils ont créé des œuvres en fait sur mesure. En fait, c'est une œuvre conçue par Olafur Eliasson. Donc, il a conçu une pyramide égyptienne qui s'insère dans cet espace. Ça répond bien à cet espace. Et ensuite, c'est une œuvre qui a été créée par un artiste chinois. En fait, ça a été fait à l'aide de l'ordinateur. C'est un peu comme une explosion. Et ça a été créé par un artiste britannique. Et en fait, c'est le corps humain qui dialogue avec l'espace. J'adore notamment cette photo qui est spéciale parce que les œuvres d'art ont été exposées de manière très dense au mur. Cela m'a fait penser à Panini, par exemple, qui a parlé des manières d'exposer des œuvres d'art dans l'Empire romain ou bien en France antique. Cela nous a fait penser au rôle primitif d'un musée artistique. Et nous pouvons voir ici les gens qui passent à l'intérieur ou à l'extérieur de ce musée. Il y a des gens qui courent, il y a des gens qui font du vélo. Donc c'est vraiment devenu un espace public adoré par les citoyens. Ici, l'esplanade devant ce musée, c'est vraiment devenu un endroit où les gens aiment faire du skateboard. Et en arrière-plan, donc, on a ce musée. Alors, ça se trouve de l'autre côté du fleuve Huangpu. Ça s'appelle le musée d'art moderne de Shanghai, qui a été conçu en 2015, qui a été achevé en 2016 déjà. Et le site a été également une installation d'acheminement en charbon. Et on a donc aussi créé un espace pour la promenade. Ces photos montrent donc l'évolution de ce site. En fait, ça se trouve sur l'ancien quai de Laobadou à Pudong. Cela remonte à la dynastie Qing en 1808. Après 1949, il est devenu un quai spécialisé dans le transport du charbon pour le port de Shanghai. Et à partir de 2008, le quai a été progressivement abandonné. Lorsqu'on a eu contact avec ce projet en 2015, en fait, le groupe Dong'an souhaiterait y installer une galerie d'art. Et il voulait le démolir parce que cette galerie estimait que cet ancien entrepôt de charbon ne convenait plus à l'exposition d'œuvres d'art. Mais la municipalité ne voulait pas le démanteler. Donc sur ces deux photos, on peut voir que la toiture supérieure a été déjà démontée et que plusieurs trémies à charbon ont été partiellement démolis. Vous voulez voir ici les trémies, en fait, le charbon a été traité ici et il tombe. Le charbon tombe depuis cette trémie. Donc le groupe Dong'an voulait
le louer à une galerie d'art britannique. Donc la galerie d'art voulait le démanteler, mais le groupe Tonghua, qui appartient donc à l'État, à la municipalité, ne voulait pas le démanteler. Donc ensemble, ils voulaient convaincre la galerie d'adopter une approche qui ne démantèle pas cet espace. Alors, nous avons d'abord proposé d'organiser une exposition au sein même des ruines du site pour leur dire que même dans une ruine comme celle-ci, on peut organiser une exposition d'art. Cette même année, la ville de Shanghai a pour la première fois formulé sa stratégie de renouvellement urbain à travers la première saison artistique de l'espace urbain. Et donc ce site faisait partie de cet événement. Et en tant que l'un des commissaires de l'exposition, j'ai co-organisé l'exposition Reloading, qui présentait plusieurs exemples réussis de reconversion industrielle, y compris la vision de la future transformation de ce bâtiment. S'il n'est pas démoli, qu'est-ce qu'il pourrait qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans cet espace d'exposition? Donc dans cet espace proche de la ruine, nous avons installé 2 petites salles d'exposition construites en bois et en plaques de plâtre. Et nous avons également tiré parti des anciennes trémies pour créer une salle d'exposition multimédia très originale. Nous avons donc projeté des images sur les trémies pour que la galerie puisse comprendre que ce site ancien pouvait non seulement servir d'espace d'exposition, mais aussi devenir un lieu véritablement unique d'exposition. Par la suite, le projet a pu donc se poursuivre sans aucune difficulté parce qu'ils ont pu voir que nous pouvons garder la structure d'origine et transformer le site en un espace d'exposition. Et au cours de cette exposition, j'ai ressenti la qualité temporelle qu'un espace en ruine peut encore porter, ainsi que la joie profonde que procure la réutilisation d'un lieu abandonné. À notre époque, les systèmes techniques et les ornements architecturaux tendent à masquer la perception de la structure. En fait, dans une ruine, la structure réapparaît brute et claire, et les colonnes, les murs et les poutres retrouvent leur présence. Je pense que cela montre justement ce que Rigueur appelle age value. En fait, cette idée émerge à nouveau et cela m'a amené à réfléchir à la relation intime entre la structure et le temps. Et donc, dans ce nouveau projet de rénovation, nous avons installé une grande ferme de toit reposant sur les colonnes d'origine mises à nu après le démontage du toit. Vous pouvez voir en rouge, c'est la nouvelle ferme de toit. Donc à partir de ces structures, nous avons suspendu de nouveaux volumes et créé des espaces en porte-à-faux tout autour pour satisfaire le nouveau besoin de transformer cela en un espace d'exposition. Donc, en faisant ça, nous n'avons pas altéré la structure existante et nous n'avons pas construit de nouvelles fondations sur le quai au bord du fleuve parce que ça coûterait beaucoup. Et donc, cela nous a fait gagner à la fois du temps et des coûts. Cette maquette structurelle montre comment nous avons soigneusement équilibré la relation entre l'ancien et le nouveau. Et ensemble, ils forment un tout cohérent, tout en conservant chacun leur clarté et leur intégrité. Et durant les travaux, nous pouvons voir que la nouvelle structure repose sur la structure d'origine. Ça nous a fait penser à l'œuvre de Christo et Jean-Claude qui s'appelle Wrapped Trees. Durant les travaux, en fait, j'ai immédiatement pensé à cette œuvre.
En rouge, c'est la structure d'origine et en bleu, on peut voir la nouvelle structure. Et en rouge, pareil, c'est la structure d'origine et tout autour, les nouveaux espaces d'exposition suspendus à cette structure. Au centre du plan, ici, vous voyez, le silo à charbon a été ouvert pour devenir un espace d'exposition unique. Et au rez-de-chaussée de ce bâtiment, sous les 8 trémies, se trouve un hall tout aussi particulier. Vous pouvez voir ici le hall principal du rez-de-chaussée, sous les trémies. Et le hall du rez-de-chaussée peut accueillir différents types d'événements. Et à l'étage, l'espace entre les trémies sert également d'espace d'exposition. Donc, tous ces espaces industriels inspirent les artistes et aussi les commissionnaires pour proposer des événements uniques et pleins d'originalité. Vous pouvez ici voir le sol vitré et aussi les photos de différentes expositions par le passé. Et ici, c'est la grande salle d'exposition du dernier étage. Et c'est la charpente, la ferme de toit dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est accessible depuis le rez-de-chaussée par le grand escalier extérieur qui servait par le passé à acheminer en charbon. À l'extérieur, bien sûr, le bâtiment présente une nouvelle apparence. À part la passerelle en acier sur la gauche, les traces de l'ancienne construction sont presque invisibles. Les lignes horizontales de la façade évoquent, quant à elles, le mouvement fluide du fleuve Huangpu. Les structures suspendues créent également des espaces extérieurs ouverts avec une vue panoramique. Et donc, cela accorde une plus grande ouverture à ces plateformes. Ces rampes qui entourent le bâtiment transforment également ces plateformes en espaces publics accessibles 24 heures sur 24. Et ces rampes se prolongent jusqu'au toit, c'est-à-dire après la fermeture du musée, les gens peuvent également y accéder. Ces plateformes et passerelles extérieures font que ce bâtiment industriel autrefois fermé est désormais ouvert au public et offre une vue sur le paysage. Au loin, on distingue le bâtiment le plus haut de Chine, la tour Shanghai. Et donc, c'était autrefois fermé et maintenant, on a ouvert cet espace pour que cela dialogue davantage et mieux avec le fleuve et les gratte-ciels au fond. Et on peut facilement traverser le bâtiment ou passer d'un côté à l'autre. Et lorsque l'éclairage s'allume le soir, la structure d'origine du bâtiment devient visible. Donc c'est presque en ruine, cet intérieur. Donc ce contraste crée une forme de temporalité. Et donc, à différentes heures, notre impression vis-à-vis de ce bâtiment est également différente. Au nord du musée se trouve le café et aussi la boutique d'art aménagée à partir de l'ancienne structure de transport du charbon. Et l'ensemble également fait partie d'un parc ouvert. Donc ici, la structure de transport du charbon et au fond, on peut voir les gratte-ciels de Lujiazui. Donc c'est une image qui date de 2015, il y a 10 ans. À l'époque, au bord du fleuve, ça ressemblait encore à l'époque, au dernier siècle. Donc c'est-à-dire qu'on a préservé cette ancienne structure. Nous avons ajouté une nouvelle structure légère en acier fixée sur l'ancien cadre porteur pour souligner la présence de la structure existante et tout en formant un nouvel ensemble cohérent. À noter que d'une manière générale, le moyen le plus simple consiste à ajouter des poutres secondaires perpendiculaires aux poutres principales existantes dans un système de portique parallèle. Mais une structure trop rationnelle comme ça risquerait d'effacer la perception du temps. Donc nous avons choisi un système nouveau, c'est-à-dire un système de poutres à câbles tendus parallèles au portique d'origine.
Donc, ce système de suspension nous donne l'impression que ces poutres flottent en l'air. Et cela renforce et met en valeur la trame structurelle existante. À droite, vous pouvez voir en rouge la structure d'origine et la nouvelle structure en bleu. À l'étage, en fait, on peut voir des poteaux existants et d'appui qui servent à la fois de renfort pour la nouvelle structure, qui soutient bien cette nouvelle structure à l'étage. Et on peut voir les boîtes en verre suspendues aux nouvelles poutres à câbles tendues en acier. Donc cela sert d'espace commercial, flottant et flexible à l'intérieur du bâtiment. Nous pouvons voir ici ces structures pour l'acheminement en charbon et aussi ce nouveau système de suspension et ces boîtes en verre. Donc c'est un nouvel espace commercial. Cette nouvelle structure donne l'impression qu'elle flotte en l'air. Donc la structure d'origine, c'est un peu comme naître dans la nature et ensuite on y a ajouté de nouveaux éléments. En terrasse, au dernier étage, c'est une passerelle. Donc par le passé, c'était un passage pour l'acheminement du charbon et maintenant on l'a transformé en un passage pour le grand public. Ça fait partie aussi du musée et aussi de la ville. Ici, nous avons également donc un silo le long du fleuve. Donc, c'était le silo le plus grand d'Asie de 80 000 tonnes. Donc, on parle donc du musée, du centre culturel du silo de 80 000 tonnes. Donc, nous avons ici une photo du quai en 2017. Ce site a été utilisé comme pavillon pour la saison artistique de l'espace urbain de Shanghai, la SUZAS. L'idée était d'utiliser la base et le toit. Et nous voulons également réutiliser l'ensemble des étages des silos. Alors, comment créer un espace de circulation fluide? C'était vraiment la thématique principale de notre réflexion. Les silos étaient fermés. Ainsi, comment, à partir de cela, créer un espace ouvert? C'était le cœur de notre réflexion. Il fallait d'abord garder l'aspect extérieur du bâtiment. Nous voulions réduire au minimum les interventions sur le bâtiment d'origine, tout en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités. C'était notre défi. Ainsi, nous avons ajouté un escalator vitré à l'extérieur du bâtiment. Cela donc a créé un parcours plus fluide et cela permettait également d'ouvrir le bâtiment sur le fleuve. Donc nous voyons qu'ici, il démarre des rives pour rentrer ensuite dans le silo. Et une fois à l'étage, nous pouvons avoir une vue sur le fleuve. Et en fait, tout le long, il y a une vue ouverte sur le fleuve. Ainsi, sur l'escalator, nous pouvons faire l'expérience de la vue à des hauteurs différentes. Donc ici, nous pouvons voir que les interventions sont minimales. Hormis cet escalator à l'extérieur, nous avons également donc, quelques structures de base qui se trouvent au niveau à l'intérieur des silos. Donc, ce sont plutôt des structures de base pour la circulation et l'évacuation incendie. Donc, ce sont des interventions assez limitées. Ici, l'ancienne rampe de convoyage des grains a été transformée en passerelle, permettant de relier directement les rives du fleuve au toit du bâtiment. Et ensuite, nous avons l'escalator. Cet escalator ici permet de créer d'insuffler un nouveau dynamisme à cet espace auparavant
fermée et là, nous avons une vue magnifique du coucher du soleil. C'est une salle d'exposition au premier étage, au rez-de-chaussée. Ici, nous avons une image d'un défilé de Prada qui a transformé cet espace en podium. L'un des silos a été ouvert et nous avons aménagé une rampe en spirale qui permet de relier le rez-de-chaussée et le dernier étage. Nous avons donc... L'idée était vraiment d'intervenir au minimum. Et donc, c'était vraiment de faire ça très vite avec un minimum de coûts pour créer un espace d'exposition. Autre projet, donc le Riverside Passage, donc, sur les rives du Yangpu, du Huangpu. C'est un petit espace public qui se trouve dans le nord-est de Shanghai, toujours le long du fleuve. Anciennement, c'était un quai sur pilotis construit en 1973 pour approvisionner en charbon l'usine à gaz voisine. À l'époque, il y avait 2 grands murs en béton de 90 mètres de long et de 4 mètres de haut qui savaient empêcher le charbon de tomber dans le fleuve. Le mur extérieur, après l'arrêt de la production de l'usine à gaz en 1999, a été démoli. Ici, et donc les gravats ensuite ont été jetés sur place dans l'espace entre le quai sur pilotis et le mur anti-inondation. Si nous avons différentes vues satellites du site en 2000, là on voit que les 2 murs sont encore présents. En 2004, le mur extérieur a été démoli. En 2010, le quai était toujours en service, mais il ne servait déjà plus à l'approvisionnement en charbon. Enfin, en 2011, lors de l'exposition universelle, le quai n'était plus utilisé. Donc, c'était simplement un espace vide et abandonné. En 2018, Shanghai a lancé ce programme de fluidification des espaces longs du fleuve pour créer des espaces publics le long du fleuve pour qu'on ait de grandes promenades. C'était en 2018. Et du fait de ce projet, il fallait aussi réhabiliter ce quai pour en faire un espace public, accessible à tous. Lorsque j'y suis allée la première fois cette année-là, ce que j'ai vu en premier, c'était ce très long mur et ces arbres le long de la rive. Et ces herbes sauvages, cette végétation sauvage avait poussé sur les débris. Et donc, les gravats étaient mêlés à la nature. Cela formait un nouvel ensemble sauvage, certes ordinaire, mais que j'ai trouvé extrêmement émouvant. L'intention première de ce projet pour moi, c'était d'éviter de démolir les structures existantes. Ce choix répond non seulement à une volonté de réduire les émissions de carbone, mais j'étais aussi convaincue que même les éléments anciens les plus banals, s'ils sont compris et réinterprétés avec soin, peuvent devenir partie intégrante d'un nouvel environnement. Plus important encore, je pense que leurs valeurs forgées par le temps apportent une présence importante dans la vie quotidienne, une présence apaisante. Cette image montre l'état du quai en 2011. Et la ligne violette indique l'emplacement du mur. Donc nous voyons que nous avons fait des petites découpes sur le mur qui est resté debout. L'idée est de pouvoir intégrer le pont léger qu'on allait donc installer pour créer là les espaces. Vous voyez cette structure en bleu s'associe avec l'ancienne structure en rouge pour former un nouvel ensemble. Et cette structure bleue insuffle de nouvelles possibilités d'usage. Et en fait, cette structure réorganise le quai
pour que l'espace tourne autour du mur conservé, au lieu que l'espace soit divisé en deux par ce mur, justement. Ici, le mur n'est plus une séparation. Le mur ne divise plus, en fait, ici, notre vision. Et cela nous rappelle la logique spatiale des jardins traditionnels chinois. Les murs deviennent simplement de délimitation et créent des parcours, mais le mur ne ferme plus. Le mur structure l'espace. Quant au sol du quai, nous avons poli une partie de la surface pour en faire un terrain de sport, pour qu'on puisse y faire du patin ou du roller. Donc encore une fois, l'intervention a été minimale, que ce soit la destruction ou la construction. Les travaux ont été minimes. Cela n'a été possible que parce qu'il y a une réflexion en amont sur ses spécificités. Comprendre les qualités et le potentiel du site. Et au final, le réaménagement de cet espace d'environ 5000 m² n'a coûté que 1,78 million de yuans, donc soit 200 000 €. Donc nous avons pleinement utilisé le potentiel existant de ce site. Donc on a transformé les gravats en matériaux précieux. Ici, nous voyons donc les structures avec les fines colonnes en acier, la toiture inclinée, la grande galerie, le sol poli. Tout cela fait de cet endroit à la fois un pavillon, une terrasse et un passage. C'est un endroit où on peut s'arrêter, se promener ou que l'on a simplement traversé. Et en même temps, derrière le mur, nous changeons d'angle et il y a un petit jardin calme avec en fond les cheminées de la centrale thermique. Et ici, le mur, qui est le mur de protection contre les crues, devient partie intégrante du toit. Alors pourquoi je dis cela? Eh bien, lorsque nous étions en train d'étudier la toiture et son porte-à-faux, nous avons constaté que le mur anti-inondation contribuait de manière subtile à stabiliser la structure face au vent. Et donc ce mur n'était pas simplement un élément d'enclosure. Il a une véritable fonction pratique. Et donc ce mur anti-inondation, avec la toiture, du fait des forces. Alors évidemment, je suis experte, donc je sais que d'un point de vue physique, je sais que ce mur et ce toit sont liés. S'il n'y avait pas ce mur, je ne pourrais pas faire un toit aussi long, etc. Et en fait, même si d'un point de vue physique théorique, on le comprend, je pense que même en étant sur place, on peut ressentir les petites différences. Ici, donc, nous pouvons voir ici cette surface polie dont je vous ai parlé, ce terrain de sport. Ce toit incliné crée un lien entre les deux côtés du mur. Ici, nous sommes à l'extérieur, ce qui est un espace plus ouvert, un espace d'activité. De l'autre côté, on a une ambiance qui rappelle les jardins traditionnels chinois. En même temps, nous avons un jardin un peu traditionnel en lien avec l'histoire industrielle de la ville. Les morceaux du mur démoli ont été conservés et nous avons vraiment voulu qu'ils soient des éléments sur lesquels on peut s'attarder quand on passe. Donc quand on passe, on peut se dire pourquoi est-ce que ces pierres sont là? Et en réalité, ces gravats nous rappellent l'histoire de cet espace. Donc cela nous rappelle l'histoire proche, l'histoire industrielle et la tradition. Ici, nous avons donc des surfaces un petit peu nostalgiques qui rendent compte de l'histoire. Nous avons les gravats du mur détruit qui ont été polis par l'eau du fleuve. Et en fait, cela nous rappelle également des œuvres passées ou encore
Cela crée une aura toute particulière. C'est cette notion qui avait été développée par Walter Benjamin. C'est une atmosphère un peu particulière. Ça peut être difficile à expliquer, mais ici, donc, avec les gravats de béton et cette œuvre chinoise, en fait, il y a un lien culturel. Cette résonance entre l'ancien et le moins ancien permet de créer une aura particulière. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai ces connaissances culturelles qui me font faire le lien ou est-ce que naturellement cela se fait. Mais en tout cas, cette ambiance toute particulière que l'on perçoit crée une véritable traversée du temps. L'histoire du jardin traditionnel, l'histoire de la métropole de Shanghai, avec sa transformation industrielle. Il y a vraiment des ponts qui se créent entre ces différents pans de l'histoire et je trouve ça très intéressant. Et donc, nous avons un jardin traversé par le temps. Alors ça se trouve dans une autre ville d'eau de Shaoxing. En fait, c'est une ville qui n'est pas loin de Shanghai et c'est un village typique d'eau du Jiangnan. Donc on y trouve la typologie et aussi le paysage typique du Jiangnan. Ça se trouve à Keqiao. En fait, c'était un point de captage d'eau pour l'usine municipale du traitement d'eau de Keqiao. Les installations de captage d'eau ne datent pas de très loin. En fait, elles ont été construites en 1992. Il y avait 6 bâtiments, en l'occurrence une station de pompage, une sous-station, un bâtiment administratif, un logement pour le personnel de garde, et aussi un quai de prise d'eau et aussi un quai de déchargement des marchandises. En 2001, avec la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau à plus grande échelle, le site a été abandonné et est resté inutilisé jusqu'au projet de réhabilitation de 2022. En fait, en Chine, par rapport aux grandes villes, c'est pas très ancien. Et aujourd'hui, les bâtiments ont été transformés en librairies, cafés, salles d'exposition et pavillons d'observation. Et le pavillon situé sur l'ancien point de captage d'eau sert désormais également de quai pour les bateaux touristiques. Voici les bâtiments existants sur l'île qui sont typiques de l'architecture chinoise des années 1980-1990. Ils sont recouverts de carreaux et certains éléments qu'on peut trouver dans le postmodernisme, c'est-à-dire des pignons ornés. Dans les récents projets de rénovation urbaine, nombreux de ces façades en carreaux blancs ont été remplacés pour adopter une apparence jugée plus tendance. Donc les carreaux semblent appartenir à cette époque. Au début, les carreaux ont été considérés comme un matériau durable. Et les carreaux ont même été utilisés sur des murs pisés en banlieue ou dans des bâtiments traditionnels. Parce que les murs pisés ne sont pas durables, donc on y a collé des carreaux pour les rendre durables. Donc cela renvoie cette image de durabilité, de propreté, et aussi on pense que c'est un matériau très pratique. C'est un choix rationnel. Mais rapidement, en fait, on a commencé à mépriser ce matériau. Ce genre de bâtiments ont été longtemps considérés comme laids. Mais aujourd'hui, en fait, on pense que c'est pas si laid que ça. Ça me paraît plutôt sincère et porteur d'une patine du temps. Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Je pense que je dois préserver ces bâtiments que je méprisais autrefois, que je jugeais même laids. Donc peut-être je dois apporter une nouvelle signification.
et que même le pignon décoratif pouvait peut-être retrouver un rôle structurel réel. Donc on a démoli partiellement la sous-station. Et pendant le processus de démolition et de décapage de sa surface, j'ai soudain réalisé que la relation entre les carreaux, en fait, qui luttent contre le temps, parce que ça peut résister bien au temps et aussi aux aléas de la météo. Et donc, je pense que la temporalité et aussi la matérialité de ces carreaux, de ce bâtiment, c'est pas comme les briques qui sont usées par le temps. Donc ça peut être préservé, la temporalité et la matérialité, mais les carreaux ont un autre désavantage, c'est que ça se décolle. Mais cela nous apporte une autre forme de temporalité. Par exemple, on peut y coller de nouveaux carreaux et donc il y a de différentes strates de construction. Et donc on peut cultiver ce genre de matérialité. Donc je pense que quand je faisais ce projet, c'est le point le plus intéressant pour moi. Et voici le schéma de l'état initial du bâtiment de captage d'eau et la partie en vert indique les éléments à démolir. Et les lignes bleues indiquent les nouveaux ajouts structurels et les couvertures de toit fixées sur les structures d'origine. C'est représenté en rouge. Ce schéma en couleur montre l'intégration des nouvelles structures avec les structures d'origine. Donc on a eu très peu d'interventions et le lieu est devenu plus proche de la vie quotidienne et du paysage culturel local. Et en même temps, nous avons bien gardé la mémoire de son histoire. Ces galeries composées de fines colonnes en acier en fait est similaire à la structure du Riverside Passage. Elles s'enracinent dans le langage industriel. Et dans le même temps, ça résonne avec le langage des espaces traditionnels, ce qui en fait un intermédiaire et un médiateur entre les deux, entre l'industriel et le traditionnel. Et de plus, elle met en relation ces carreaux avec la temporalité culturelle de l'architecture chinoise contemporaine. Sur les anciennes façades, certaines zones où les carreaux s'étaient décollés ont été réparés avec de nouveaux carreaux plus brillants. Ailleurs, les carreaux d'origine ont été tout simplement retirés afin de déconstruire ou d'atténuer ou d'enlever la dimension symbolique de leur surface initiale. Sur le parapet, vous voyez ici, cela représente un symbole. Et pour que cela devienne un fragment à regarder, c'est comme si un dialogue silencieux s'instaurait entre lui et la nouvelle toiture en acier. Donc ces deux éléments, ces deux symboles, dialoguent entre eux. Voici un ancien quai de fret qui a été réaménagé en un pavillon de café sur l'eau. Et donc ce pavillon crée ce contraste avec les maisons traditionnelles. Et la sous-station a été recouverte d'une toiture en acier en forme de tente qui est posée sur la galerie horizontale. Et ensemble, ils forment un système d'espace continu et fluide qui relie plusieurs bâtiments de l'île. Ainsi, de petits places ont été créés qui sont devenus des espaces de lecture ou de rencontre. La courbe du toit évoque certains aspects de l'architecture chinoise traditionnelle, mais sa structure est tout à fait différente et s'accorde très bien avec les arbres autour. Bon, vous voyez, entre ce bâtiment et les arbres se crée un dialogue. Et le toit repose sur le sommet du pignon décoratif de l'ancienne sous-station. À l'étage, la galerie relie directement la librairie installée au deuxième niveau du bâtiment de la station de pompage derrière. Et c'est l'intérieur d'origine de la station de pompage
où les vieilles pompes cohabitent aujourd'hui avec les rayonnages de la librairie. Et la galerie prolonge donc l'espace de la librairie vers l'extérieur et fait aussi partie du parc de l'île. Voici un pavillon qui a été construit sur la structure de l'ancienne installation de captage d'eau, y compris, vous voyez ici la passerelle reliant l'île. Tout cela faisait partie de l'ancienne installation de captage. C'était des conduits en acier, donc c'est devenu une passerelle. Et ça sert aujourd'hui de quai pour les visiteurs arrivant en bateau. Voici une vue depuis le pavillon du quai. On y voit des maisons traditionnelles. Donc, cette petite île de captage d'eau municipale sur le lac Tianhu semble avoir ainsi acquis une certaine historicité. Donc, on a repensé les bâtiments des années 1980. Le dernier projet que j'aimerais présenter aujourd'hui, c'est le dernier projet qu'on a réalisé à Chengde. C'est situé à la frontière entre Pékin et Chengde. Le site a une histoire complexe. On y trouve à la fois des vestiges de la Grande Muraille, mais aussi des traces des activités humaines plus récentes. Le client s'appelle Aranya. En fait, le client nous a invités à concevoir un monastère destiné à servir la communauté comme espace de méditation, parce que dans l'histoire de la Chine, les monastères bouddhistes étaient des lieux de méditation et aussi c'était des lieux de dialogue avec la nature. Les gens, par la contemplation de la nature, cherchaient une compréhension plus profonde de la vie et de leur place dans le monde. Par le passé, beaucoup de poètes étaient aussi des bouddhistes, ils ont écrit des poèmes qui présentent leur perception du monde. Et ils reflètent aussi leur place dans le monde à travers ces poèmes. Ceci se trouve au nord-est de Pékin, face à une section de la Grande Muraille des Ming. C'est une situation toute particulière, faisant face à la capitale et face à la Grande Muraille. Donc ici, c'est une partie de la Grande Muraille qui date de la dynastie des Ming. C'est donc une situation géographique toute particulière. Et elle m'a rappelé le temple bouddhiste Fo-guang datant de la dynastie des Tang. C'était un temple qui était à la fois face à une vallée et face à la capitale de l'époque, Chang'an. Sous Wu Zetian, sous les Tang, la Chine était bouddhiste et il y avait donc le Bouddha de Wenshu qui était dans ce temple de Fo-guang. Et donc, il y avait vraiment cette orientation toute particulière. Et ici, sur notre projet, c'était comme une coïncidence. Nous avions cette similitude en termes de situation. Et donc, pour nous, le temple Fo-guang deviendrait sans doute une inspiration. Donc ici, nous voyons donc cette plateforme en bois des Tang et il y a quelque chose d'émouvant. Nous voyons que c'est une plateforme qui est face à la montagne et à la vallée. Et donc, au coucher du soleil, nous voyons vraiment il y a les nuages, une brume qui crée une atmosphère, une lumière toute particulière. Et cette lumière, c'est celle que les moines ont qualifiée de Fo-guang, donc vraiment la lumière du Bouddha. Et donc ici, nous avons l'autel supérieur, ici nous avons donc cette salle et ensuite cette terrasse. Et nous avons cette structure qui permet aux personnes de rentrer donc dans le jardin, puis sur la plateforme et enfin sur l'autel pour vraiment pouvoir admirer cette lumière du Bouddha. Donc c'était un espace très rythmé. À Jinshanling, je me suis dit qu'on pouvait aussi donner la même rythmique au site. Et après une visite sur place, nous avons choisi cet endroit précisément en concertation avec le maître d'ouvrage.
Donc, au-delà des considérations d'orientation, nous avons également suivi cette volonté vraiment de s'implanter sur un ancien terrain travaillé par l'homme, aujourd'hui abandonné. Donc ici en rouge, nous le voyons. Autrefois, s'y trouvait une petite mine de charbon illégale qui est exploitée par des villageois locaux. Il y avait également des arbres fruitiers. Nous voyons donc des traces de terrasses aménagées. Alors, quand nous sommes arrivés sur place, évidemment, tout était déjà abandonné. Ainsi, le bâtiment a été implanté à l'endroit même où la montagne avait été endommagée par l'extraction du charbon. En noir ici, nous voyons donc ces traces de cette activité d'extraction. Et la réflexion était de se dire, grâce à ce bâtiment, nous allions pouvoir réparer le terrain quelque part. Donc, un site anciennement pollué par le charbon pourrait être réparé grâce à ce bâtiment. Donc ici, nous voyons le résultat avec une vue aérienne du bâtiment achevé. Nous voyons que l'ensemble se compose de 3 parties, une cour carrée en hauteur, ensuite un bâtiment en terrasse épousant la pente du terrain, et enfin un grand pavillon carré doté d'une lucarne ovale en son centre. Alors en effet, ces 3 composantes, cette conception s'inspire de la composition spatiale du temple de Fo-Guang. Nous avons ici, vous voyez, donc la cour, ensuite cette terrasse un peu plus bas et le hall. Alors au début, nous avons un espace recueilli et fermé. Nous avons l'impression d'être dans le ventre de la montagne. Et ensuite, quand on descend, nous allons dans un endroit en bois plus ouvert avec une véritable fonction. Et donc, c'est un bâtiment qui épouse le terrain, qui permet aux visiteurs de vraiment ressentir dans son corps vraiment la topologie. À la différence du temple Fo-Guang, la direction du parcours est inverse. On démarre du haut et on va vers le bas, alors que Fo-Guang suit une progression ascendante. C'est ainsi qu'on a appelé ce projet le cloître supérieur. Ici, donc, on a un dessin axonométrique du projet. Ici, vous avez un pavillon carré. Ensuite, on rentre, vous passez par là. Ensuite, on descend par l'escalier. Ici, nous sommes dans une cour rectangulaire. Ensuite, on descend. Et enfin, ici, c'est le grand pavillon, tout en ouverture. Et là, tout ça, ce sont l'ancien espace arrangé en terrasse où il y avait des arbres fruitiers. Donc, c'est un espace qui était comme une sorte de verger. Nous avons conservé donc quelques bâtiments de l'ancienne mine réaménagés. Donc, ce sont en fait des vestiges de l'ancienne exploitation. Et ensuite, nous avons donc l'ouverture vers la vallée. Ici, nous avons donc l'entrée, avec l'entrée qui a l'air très fermée sur elle-même. Mais dès qu'on rentre, nous voyons que c'est une cour qui offre une véritable ouverture sur le ciel et sur la montagne. Nous voyons donc cette toiture en pente avec des murs en béton. Ici, en soutien, nous voyons donc des colonnes en acier avec du béton en hauteur. Ici, nous voyons que la structure est collée au béton avec des couloirs avec donc une largeur qui permet de créer une atmosphère toute particulière.
Nous voyons ici donc aussi de cette ouverture, nous créons également donc un cadre du paysage, comme un tableau. Donc ici, nous voyons par les couleurs dorées de ces monts pourquoi cet endroit s'appelle Jinshanling, donc littéralement les montagnes dorées en chinois. Chaque soir, au coucher du soleil, les montagnes se parent de cette lumière dorée. Et c'est cette image que l'on retrouve donc, quand on lève les yeux au ciel, à partir du couloir. Ici, nous avons donc le temple avec une vue sur le paysage naturel d'un côté et de l'autre côté, nous avons donc cette statue de Bouddha. Sur ces maquettes, nous pouvons observer l'espace de la cour supérieure ainsi que celui du bâtiment terrasse, donc toujours intégré à la topographie. Chaque dénivelé du bâtiment correspond à un demi-étage de 1,6 m, ce qui floute la distinction entre l'architecture et le terrain. Et en fait, en termes de structure, cela nous rappelle les terrasses aménagées par les paysans locaux à l'époque. Donc ce sont des terrasses avec un dénivelé de 1,6 m. Et cela offre une expérience spatiale particulière à l'intérieur. 1,60 m, c'est à peu près la taille d'une personne, ou en tout cas à la hauteur du regard. Donc cela nous suggère de nous asseoir à même le sol. Parce que là, nous voyons que les fenêtres sont plus bas. Et cela nous procure une sensation d'être comme dans une grotte, parce que nous sommes obligés de nous pencher, voire même de nous accroupir. Ce volume en béton, visible à l'intérieur, c'est le hall de méditation. Et cette structure nous donne l'impression de nous trouver dans le ventre de la montagne. Et c'est un peu l'expérience que l'on a quand on a donc, ces fausses montagnes dans les jardins traditionnels chinois. Ici, nous avons des petites salles de méditation. Donc là, la salle de lecture avec son petit jardin intérieur. Tout en bas, ici, nous avons la salle de méditation zen avec un pavillon avec une toiture courbe. Vous voyez que les piliers sont très fins, avec une toiture aussi très légère. Cela ressemble à une tente. Alors, cet endroit se situe au nord de la Grande Muraille. C'est une région que l'on appelait autrefois le Guanwai, donc au-delà du col. Donc vraiment le territoire qui appartenait au peuple nomade. D'où aussi cette idée d'avoir cette structure comme une tente. On parle souvent du fait que les structures en bois proviennent, donc les structures de bois traditionnelles chinoises proviennent de la forme de ces tentes. Ici, quand on regarde la structure, nous avons donc des colonnes extérieures puis intérieures. Donc, c'est une structure à deux cercles concentriques de colonnes, dit du coffre doré et du socle à doucine. Donc, cela nous permet d'avoir une structure suffisamment solide, une meilleure rigidité latérale. Sur le plan de l'élévation, la composition reprend également celle du hall du temple Foguang avec une toiture, un système de support et un socle. L'historien Liu Ruiyin désignait ces trois éléments comme les trois composantes fondamentales de l'architecture chinoise ancienne. Et en fait, ces trois composantes, justement, forment le caractère chinois She, et qui se retrouve dans notre nom en chinois, Des Haus en Da She en chinois. Donc, c'est un idéogramme formé de trois parties. Le Qi, c'est une toiture. Donc, alors, effectivement, il est en forme de toit, mais en même temps, Qi veut aussi dire réunion. Donc, les hommes se réunissent sous ce toit. Et ensuite, on a le Cao. Donc, c'est un idéogramme pictographique avec, donc, on voit qu'on a une colonne avec un pilier, mais ça se lit Cao. Donc, c'est aussi l'herbe, c'est aussi donc la structure. Cela vient donc de la végétation. Et en bas, on a le Wei. C'est la base, c'est l'enceinte. Et c'est donc un idéogramme pictographique très, très intéressant qui représente vraiment l'idée de la structure dans l'architecture chinoise.
Je pense que c'est un élément culturel et historique extrêmement intéressant. Donc, quand on parle de l'architecture, finalement, elle est un peu résumée par ce caractère. Et donc, on a également réutilisé tout cela dans ce bâtiment. Alors, évidemment, la réalisation de ce pavillon repose sur des technologies contemporaines. Les piliers d'acier, d'une épaisseur de seulement 5 cm, soutiennent une toiture en fibre de carbone, fabriquée grâce à un processus de préfabrication numérique. L'idée était de réduire au minimum l'impact du chantier sur l'environnement. Et donc, toutes les pièces étaient préfabriquées en usine afin de les assembler ensuite rapidement sur site. Pour un transport et une installation plus simple, la toiture avait été décomposée en plusieurs modules hexagonaux, formant une structure sandwich en nid d'abeille. Donc, on avait donc chaque unité qui a été produite par un robot CNC. Donc, grâce à cette technologie, nous avons pu usiner avec grande précision chaque surface hexagonale, courbe en mousse de polyuréthane, et son forme ont ensuite été enveloppées de fibres de carbone, créant une structure extrêmement solide en sandwich. Et donc, tout cela a été préfabriqué en usine, préfabriqué, assemblé. Nous voyons aussi donc qu'il y a des joints en métal très solides. Et donc, nous voyons aussi l'utilisation de nouvelles technologies et donc aussi des techniques d'automatisation. Ainsi, nous avons donc créé cette toiture. Ici, vous voyez toutes ces formes hexagonales assemblées en toiture. Mais finalement, ensuite, en revêtement, nous avons rajouté donc un revêtement en fibre de carbone, puis peinte pour cacher finalement le matériau utilisé. Et donc, nous avons cette toiture en forme de tente extrêmement, qui s'intègre extrêmement bien dans son environnement. Mais quand il neige légèrement, cette structure en nid d'abeille se révèle, dévoilant de façon inattendue, on pourrait dire, son paysage structurel, le structurescape. Et cela nous rappelle beaucoup donc, ces pavillons au bord des falaises. Il y a un caractère en chinois qui désigne ce pavillon, c'est ce... Vous l'avez vu à gauche, ce caractère. Ici, nous avons une vue sur la vallée et sur la Grande Muraille à partir de la salle de méditation. Aux alentours, nous voyons donc les rochers alentours se reflètent dans le bâtiment avec la statue de Bouddha. Donc on a vraiment l'impression que tous les espaces ont été créés pour que nous arrivions ici, dans ce lieu, à cet instant précis, pour regarder, pour observer, admirer ce coucher de soleil. Alors ça, c'est une vue d'en bas, du pied de la montagne, et on peut distinguer le béton et aussi les falaises naturelles. Quand on choisit la pierre, en fait, on a choisi des pierres grises et aussi jaunes pour faire un ensemble cohérent qui s'accorde bien avec la nature. Et donc, l'architecture se fond de cette manière-là dans le paysage et le terrain. Et à mi-pente, les traces d'une ancienne petite mine de charbon ont été préservées. La mine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, elle constitue un élément historique particulier de l'époque industrielle, formant dans ce petit terrain une tranche de temps discrète, mais significative. Et sur le site de cette ancienne mine, nous avons conservé un puits de mine rond et on y a ajouté un petit pavillon avec une cloche ainsi qu'un lavabo transformant l'ensemble en élément de paysage singulier. Sous la neige, le paysage et aussi la topographie ainsi que les bâtiments se mêlent dans une composition abstraite et poétique. L'hiver à Jingshanling est long, mais le plus souvent brumeux et nuageux. C'est un peu comme la photo à droite. En 10 minutes, en fait,
un ciel dégagé peut être couvert soudainement par des brumes ou des nuages. Et ça disparaît aussi très vite. Donc j'ai choisi de nommer ce pavillon de méditation Yun Qitang, c'est-à-dire le hall où s'élèvent les nuages. Et le tableau à droite s'intitule Jingluan Xiaoxitu. Et les bâtiments, en fait, peuvent être trouvés dans ce tableau. En fait, les tableaux chinois présentent souvent de petits pavillons et l'homme se réduit en fait est minime. Et donc on pense qu'on a créé cette relation entre le bâtiment, l'homme et aussi la grande muraille et aussi la vallée. Donc le cloître supérieur à Jingshanling et aussi la grande muraille. Donc y compris la petite mine de charbon, tous ces éléments forment un ensemble unique qui raconte le temps, la temporalité. Pour finir, j'aimerais vous faire vous faire regarder une vidéo qui récapitule un peu les projets à Shanghai et les projets que je vous ai présentés. Donc les 4 projets au bord du fleuve Huangpu à Shanghai et aussi après leur finalisation.
Okay, thank you.